ce sont d'excellents spécialistes des armes à feu. Ils ont suivi l'un des programmes d'entraînement les plus impitoyables. Ce sont des maîtres de la chasse à l'homme. Leurs cibles vont du terroriste arabe au criminel de guerre nazi. Ils disposent des dernières technologies pour frapper au moment le plus inattendu. Ils font partie de l'élite des services secrets israéliens, le Mossad. Le Mossad, c'est comme le saut à l'élastique. Quand vous sautez, vous n'êtes pas certain d'être relié à l'élastique. Le pays que le Mossad a juré de défendre est une formidable poudrière. C'est un pays moderne, miné par de vieux conflits. Ce jour-là, pourtant, l'atmosphère est étrangement calme. La diplomatie a permis d'engager un processus de paix entre les Israéliens et les rebelles palestiniens, qui revendiquent une grande partie du territoire d'Israël. Mais dans quelques secondes, cette paix fragile va voler en éclats. Un terroriste fanatique est en mission suicide. Sous ses vêtements, il cache une ceinture de puissants explosifs. Ce n'est que le vulgaire pion d'un mystérieux cerveau criminel. Pour les combattants palestiniens et leurs dirigeants, c'est un martyr qui s'apprête à mourir avec ses victimes. Cinq personnes sont tuées dans l'explosion. 13 sont blessés. Il ne reste quasiment rien du tueur kamikaze. Mais quelque part dans la foule des curieux se trouve l'homme qui l'a envoyé à la mort. Ce carnage porte sa marque de fabrique. C'est un fantôme insaisissable, un maître du déguisement. On ne connaît pas son identité. Pour l'armée de tueurs kamikazés palestiniens, c'est un héros. Pour les Israéliens, c'est un ennemi public. Il a été baptisé l'ingénieur. Pour le neutraliser, le gouvernement israélien va lancer la plus grande chasse à l'homme de l'histoire du pays. Les services de renseignement dirigeront les recherches, notamment leur division la plus réputée, le Mossad. Une agence aussi invisible et mystérieuse que l'ingénieur lui-même.
Une agence qui se préserve en soumettant ses agents à une loi du silence extrêmement stricte. Il n'existe pas. Le mot Mossad n'est jamais prononcé, jamais mentionné ou évoqué. Ni au téléphone, ni dans la conversation, ni dans le bâtiment, ni dans la rue, nulle part. On ne prononce pas ce mot. C'est seulement grâce à cette discrétion absolue que le Mossad peut mener sa guerre secrète. Entouré de pays hostiles, Israël doit sa survie à la parfaite connaissance de ses adversaires. Dans cette guerre du renseignement, le Mossad l'emporte parce que sa seule règle veut qu'il n'y ait pas de règle. Contrairement à d'autres services de renseignement, le Mossad passe fréquemment à l'action. Il n'hésite pas à mener certaines opérations que d'autres jugeraient trop périlleuses. Nous avions un slogan dans la communauté israélienne du renseignement qui disait « Laissez parler les Michiganaises ». Le terme de Michiganais en yiddish signifie cinglé, détraqué ou fou. Et cela veut dire que si vous avez l'idée la plus folle pour résoudre un problème apparemment insoluble, il suffit de venir en disant « Risquons le tout pour le tout ». Ils vous écouteront. Une opération particulièrement audacieuse des Michiganaises va asseoir la réputation d'infaillibilité du Mossad. En 1969, Israël commande 5 vedettes lance-missiles à la France. Leur livraison est cependant gelée à la suite de l'embargo décrété par le président Charles de Gaulle. À la veille de Noël, des agents du Mossad pénètrent dans le port de Cherbourg. Déguisés en marins norvégiens, ils montent à bord des vedettes et gagnent secrètement la haute mer. 4800 km plus tard, l'opération Arche de Noé se termine triomphalement en Israël. Une telle audace a donné à l'agence une aura tout à fait unique. Le Mossad a été le premier à jouir d'une telle aura. Il y a beaucoup de fausses idées qui courent. Beaucoup de gens imaginent des choses totalement fausses à son sujet. On dit que le Mossad est invincible, qu'il est surhumain. Il n'est pas surhumain. Il est très humain, au contraire. Il est très israélien. Le réservoir de talent dans lequel le Mossad puise sa dimension humaine se trouve ici, dans les rangs des forces armées d'Israël. Si dans d'autres services de renseignement le patriotisme n'est qu'un vain mot, ici c'est une condition préalable. Sur 1000 candidats, le Mossad n'en retiendra que 3. Avec seulement 1200 employés, cette agence est un David parmi les Goliaths de la communauté du renseignement. Sa force réside dans ses hommes. Pour défendre leur pays, ils ne reculeront devant rien. Dans la chasse à l'ingénieur, la ténacité des Israéliens est particulièrement mise à rude épreuve. La difficulté réside dans l'identification d'un maître du déguisement, qui change constamment de nom. Mais à la suite de recherches intensives auprès d'informateurs arabes, il découvre sa véritable identité. Il s'agit de Yehiya Ayash,
un commandant de la milice palestinienne radicale du Hamas. L'ingénieur a maintenant un visage et un nom. Le Mossad tient enfin sa cible. Les Israéliens se ruent vers Eya Ayash. Après avoir mis leurs informateurs sous pression, ils ont appris qu'il était originaire de Rafah. Ayash ignore qu'il a été identifié et ils espèrent ainsi pouvoir l'arrêter par surprise. تعالي 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 تعالي. Ils ne trouvent que les parents de l'ingénieur, lesquels ignorent où se cache leur fils. Le dossier d'Ayash révèle qu'il a étudié l'électrotechnique à l'université de Birzeit. À cette période, il a été recruté par des extrémistes islamistes qui lui ont conseillé d'utiliser ses connaissances contre les juifs qu'il détestait. Estimant qu'il a probablement trouvé refuge près de chez lui, les Israéliens concentrent leurs recherches dans la bande de Gaza. Au point de contrôle, les soldats disposent de la photo d'Ayash. S'il est déguisé, elle leur permettra peut-être de le reconnaître. Dans toute chasse à l'homme, la photographie d'un fugitif peut parfois se révéler cruciale. 35 ans avant la traque de l'ingénieur, un espion muni d'un appareil photo avait lancé la plus légendaire de toutes les chasses à l'homme du Mossad. 3 avril 1960. L'affaire débute dans le village de San Fernando, en Argentine. L'agent s'apprête à photographier secrètement un homme insaisissable qui pourrait être l'une des personnes les plus recherchées par le Mossad. Lorsque le sujet apparaît, l'agent réalise plusieurs clichés de lui. Agrandis et examinés, ils fournissent aux enquêteurs du Mossad le gros plan dont ils ont besoin. C'est un obscur employé d'une usine de Mercedes-Benz, Ricardo Clement. Mais la photo confirme qu'il s'agit en fait d'un ancien nazi en fuite, l'officier SS Adolf Eichmann. Il est recherché depuis 15 ans pour le crime le plus innommable de l'histoire. Il est l'un des artisans de la solution finale. Ses mains sont couvertes du sang de 6 millions de juifs, exterminés avec méthode dans les camps de la mort. Le cas Eichmann constituera pour certains agents du Mossad une douloureuse épreuve psychologique. Ma sœur et ses 3 enfants ont été tués à Auschwitz. Tous mes proches sont morts là-bas. Dans ma famille, on savait ce qu'était l'Holocauste. Il y avait des personnes avec lesquelles je travaillais qui avaient été envoyées à Auschwitz et qui avaient survécu. Elles m'ont raconté tout ce qui s'y était passé. Eichmann m'écœurait. Isser Harel est prévenu qu'Eichmann a été localisé. Il réagit immédiatement. Il décide de le faire enlever et de le ramener en Israël afin qu'il soit jugé. Même s'il s'agit d'une violation flagrante du droit international, les Israéliens estiment qu'ils servent une cause supérieure. Il faut parfois violer la loi pour rendre la justice. La mission exige de gros moyens. 13 agents doivent parcourir 14 000 km, kidnapper cet homme
et le faire sortir clandestinement du pays. En mai 1960, le commando débarque à Buenos Aires. Il commence par étudier discrètement les habitudes d'Eichmann. Ce travail préliminaire leur permettra d'élaborer un plan pour le capturer. L'ancien nazi mène une vie discrète entouré de sa femme et de ses enfants. Chaque jour, il rentre invariablement de l'usine par l'autobus numéro 203. Cette régularité permet au Mossad de finaliser son plan. L'équipe chargée du kidnapping l'attendra près de chez lui sur le trajet qu'il parcourt tous les jours. Le 11 mai 1960, le piège est prêt. Les agents simulent une panne de voiture. Celui qui doit neutraliser Eichmann n'est autre que Zvi Malkin. Cependant, l'idée de toucher Eichmann à main nue le révulse. Je me suis dit, il faut que tu achètes des gants pour servir d'écran entre tes mains et sa bouche. Cette bouche a tué ma sœur, ses enfants et tellement d'autres personnes que je connaissais. Je me disais, impossible, je ne peux pas le toucher, je dois acheter des gants. « 20h05, le bus numéro 203 arrive. Les agents voient leur cible sortir de l'obscurité. Eichmann est conduit en lieu sûr dans une maison de Buenos Aires. Les agents recherchent d'éventuelles capsules de cyanure. Ils doivent à présent s'assurer qu'il s'agit bien de la bonne personne. L'homme chargé de l'interrogatoire lui a demandé son matricule SS et il l'a aussitôt donné. S'il n'avait pas été la bonne personne, il lui aurait été impossible de fournir le numéro exact. Pendant 9 jours, Eichmann est retenu en lieu sûr, tandis que l'on prépare minutieusement son transfert. Cette longue attente permet à Zvi Malkin d'affronter l'ancien officier nazi sur un plan personnel. Quelques jours plus tôt, il a aperçu son fils de 5 ans, un enfant qui lui rappelle son neveu tué à Auschwitz. Je lui ai demandé « Comment se fait-il que votre fils soit vivant alors que le fils de ma sœur est mort ?» Il m'a demandé s'il était juif. Je lui ai répondu oui. Il a dit alors « Qu'est-ce que je pouvais faire? C'était un ordre. Vous êtes bien venu me capturer sur un ordre. » Et je lui ai répondu « Oui, je suis venu vous capturer en tant que criminel. Pour vous conduire devant un tribunal, pas pour vous tuer. Quelle chance avez-vous donnée aux autres ?» Je pensais qu'il me dirait « Je suis désolé pour ce qui est arrivé à votre sœur, à son fils. » Non. L'idée ne lui est même jamais venue de dire « Je suis désolé. » 21 mai. Eichmann est drogué et conduit à l'aéroport. Vêtu d'un uniforme du personnel d'El Al, il monte à bord d'un appareil israélien.
24 heures plus tard, il est emprisonné en Israël. « 11 mois après, le captif du Mossad est conduit au tribunal. Dénué de tout remords, il écoute stoïquement l'exposé des charges retenues contre lui. Eichmann est reconnu coupable et condamné à la peine capitale. Il est exécuté le 31 mai 1962. Pourtant, 3 décennies plus tard, cette même haine envers les Juifs continue de se transmettre. L'ingénieur a de nouveau frappé. « 22 innocents ont été tués. Malgré tous les efforts du Mossad, il continue de semer la terreur. Un jour, un nouvel élément apparaît. Un informateur a indiqué où se cache l'ingénieur. Il est en lieu sûr à Naplouse, l'une des principales villes de Cisjordanie.